Oui, ces vagues de frappe ukrainiennes se comptent par dizaines depuis plusieurs semaines. Des drones qui visent des camions-citernes, des dépôts de carburant, des raffineries, mais aussi le réseau électrique avec des lignes à haute tension détruites. Par ici, des nœuds ferroviaires pris pour cible, par là des ponts pour empêcher le ravitaillement par la route. Par la mer aussi, les réapprovisionnements sont en sursis. Depuis le printemps, c'est bien l'isolement de la Crimée qui est l'objectif. En juin dernier, l'ancien ministre ukrainien de la Défense résumait d'un mot sa stratégie. La péninsule deviendra une île. Et les conséquences se font très durement ressentir. Une crise du carburant frappe la Crimée de plein fouet. Explosion des prix et pénurie provoquent des émeutes lorsqu'un camion-citerne approche. Un système de tickets de rationnement a été mis en place. Des systèmes vitaux sont aussi mis en péril, comme l'assainissement de l'eau. Il n'est plus possible de boire au robinet et dans les magasins, les prix s'envolent. L'électricité est aussi devenue une denrée rare. Pour la population, c'est un véritable retour dans le passé. Écoutez cet habitant de Crimée. На сегодняшний день вот Приморский там 7 дней без света, больше, наверное, уже. То у нас не было 3 дня света. Джанкой и другие районы я вообще молчу. Но просто как возможно докупиться сейчас этих канистр? Dans les faits, les frigos ne fonctionnent plus. On développe des systèmes D pour simplement charger un téléphone. Les groupes électrogènes s'arrachent. Et pour éviter la surcharge électrique, les autorités instaurent des plages de coupure de courant. Alors officiellement, ces blackouts ne durent que quelques heures, mais en réalité, cela peut durer plusieurs jours. C'est particulièrement flagrant sur ces images satellites prises à 1 an d'intervalle. Les petites localités et les campagnes, vous le voyez, n'ont plus de lumière la nuit. Et même les grandes villes ne sont pas épargnées par les restrictions d'électricité. Le 6 juillet, jour d'une attaque de drone contre le poste de transformation de la centrale électrique de Sébastopol, des scientifiques américains ont mesuré un taux d'obscurité de 80%. La Crimée est plongée dans le noir. Incroyable. Et les infrastructures énergétiques sont aussi ciblées bien au-delà de la Crimée. Oui, les Ukrainiens sont désormais capables de frapper avec précision, en profondeur. Cible privilégiée, les raffineries russes subissent des dommages durables. Cette énorme colonne de fumée noire provient de la raffinerie de Tuapse, située au nord de Sotchi, sur les rives de la mer Noire. Les dommages subis prendront des semaines, voire des mois pour être réparés. Il y a 13 ans, Vladimir Poutine inaugurait un large programme de modernisation de cette unité de traitement de pétrole qui date de l'ère soviétique. Alors les Ukrainiens visent spécifiquement les équipements conçus à cette époque, ce qui les rend très compliqués à remplacer. Les attaques de précision peuvent aller encore plus loin, aux confins de la Russie. La raffinerie de Omsk, l'une des plus grandes du monde, située à 2500 km de la frontière ukrainienne, a été prise pour cible. Les unités de dessalement de pétrole brut ont été détruites. Des équipements, là encore, coûteux et rares. Ces frappes provoquent donc des pénuries et logiquement le prix des carburants grimpe en flèche. Le prix du Super 95 a augmenté de plus de 70%, passant de 50 centimes de dollar à près de 1 dollar en 1 an et demi. Et face à ces pénuries, les autorités semblent utiliser des tours de passe-passe. Il arrive parfois que des baisses soudaines soient observées, comme ici à Krasnoïarsk hier, et scène similaire observée à Irkoutsk quelques jours plus tôt. Point commun entre ces deux scènes, entre ces deux événements, la visite d'un certain Vladimir Poutine. Regardez. Иркутск, да что случилось? 95-й, 68 рублей. Охренеть! Это что за чудо чудесное вообще случилось в нашем городе? Асфальт почернили, бензин опустили. Кто же приехал к нам? Кто? Mais en dehors des visites du chef du Kremlin, les files d'attente ne risquent pas de se réduire devant les stations-service. Les spécialistes estiment que la campagne de frappes ukrainiennes a mis hors service plus d'1 tiers des capacités de raffinage du pays.
La Russie connaît aujourd'hui sa plus grave crise des carburants depuis la chute de l'Union soviétique. Merci Hugo pour toutes ces précisions. Un mot de la Crimée quand même pour vous donner un ordre d'idée. 27 000 km², c'est la Belgique, un peu moins de 3 fois la Corse, 2,3 millions d'habitants en 2014 lors de l'annexion, 1,9 million d'habitants lors du début de l'invasion globale en 2022. L'idée de Kiev, vous l'avez vu, elle est relativement simple. Plus d'énergie égale plus d'habitants, plus de vie possible en Crimée. Colonel, est-ce que ça peut fonctionner et combien de temps faut-il pour que ces mesures aient ou des répercussions suffisantes pour que cette péninsule devienne une île? En fait, c'est intéressant, c'est un cas de blocus qui pourrait fonctionner. Vous savez, on dit toujours dans la guerre que les blocus ne fonctionnent jamais. La preuve, on voit bien que l'Iran, ça ne fonctionne pas, parce qu'il y a des choses, il se passe des choses. La Crimée, pourquoi pas? Parce qu'en fait, c'est en train d'être fonctionnel. Pourquoi? Parce que ce qui se passe, c'est que les Ukrainiens ont mis en face deux choses extrêmement importantes. Un, l'évolution technologique, avec leurs drones, leur capacité d'aller très très loin. On parlait tout à l'heure de Omsk à 3000 km. Ils ont le Flamingo, donc ils ont des missiles de croisière pour y aller. Ils sont précis, ils ont le signal qui leur permet de diriger le drone jusqu'au bout, etc., etc. Donc c'est la technologie. Premier point. Le deuxième point, c'est le ciblage. C'est qu'en fait, ils ont une doctrine et ce ciblage fait qu'ils tapent là où ça fait mal. C'est la même chose qu'en Iran. On tape sur le pétrole, on tape sur la, comment dire, sur l'énergie, et ça c'est extrêmement puissant. Parce qu'en fait, ils se trompent pas de sujet. Ils sont sur leur sujet depuis 30 jours. Ils tapent systématiquement. Vous savez qu'en Ukraine, en Russie, ils ont à peu près 40 grandes raffineries. Elles ont toutes été touchées d'une façon ou d'une autre. Après, ils en ont une foultitude de petites, mais toutes les grandes ont été touchées. Donc, ils ont une capacité qui a été réduite de 6 millions de barils par jour à 3 millions de barils par jour. C'est fondamental. Ça change absolument tout. Et la Crimée, qui est la queue de trajectoire, qui est la fin du processus, aujourd'hui, n'a plus de carburant. Oui, la queue de trajectoire, la fin du processus est important. En 2019, quand Volodymyr Zelensky est élu, il est élu sur deux promesses: mettre fin à la corruption en Ukraine et récupérer la Crimée. Pourquoi est-ce aussi important aujourd'hui? Parce que les choses évidemment ont changé. Cette portion de territoire fait partie des 18-19% que les Russes contrôlent toujours dans le cadre de cette guerre. D'abord, ça avait été le premier territoire occupé. Avec cette annexion, avec les petits hommes verts qui avaient pris le contrôle de la péninsule. C'était en plus en Europe la première fois qu'un territoire était annexé par la force depuis la Seconde Guerre mondiale. C'était la grande victoire de Poutine, parce que pour les Russes, la Crimée a toujours été russe, Sébastopol, etc., etc. Et donc, pour lui, c'est un moment où sa courbe de popularité a atteint son sommet. Donc, c'est le symbole même de la politique qu'il a voulu mener en Ukraine, de ce qu'il appelle la Nova Russia, la Nouvelle Russie, de ces terres qui étaient jadis plutôt tatares et ottomanes, qui ont été prises au XVIIIe siècle. Et aujourd'hui, toute la stratégie des Ukrainiens, c'est de l'attaquer sur ce point. C'est là que tout a commencé, c'est là que tout pourrait finir. Rendre absolument, en l'étranglant, la vie en Crimée intenable. La route R280 qui vient de Rostov-sur-le-Don, qui passe dans les territoires qui relient la péninsule de la Crimée par le nord, est systématiquement bombardée sur les camions-citernes, tout ce qui peut rapporter de l'énergie. Les centrales qu'il y a en Crimée sont bombardées. Les Ukrainiens, avec non sans humour, disent on ne bombarde pas le pont de Kerch, qui est ce grand pont qu'avait construit Poutine après l'annexion, parce qu'on veut que les gens puissent partir. Et donc il les laisse partir par le pont de Kerch qui n'est pas sous le feu, mais c'est une stratégie implacable avec l'idée de contraindre Poutine à négocier pour espérer sauver ce qui est sauvable, avec évidemment une inconnue, c'est que Poutine, c'est quand même pas son genre, et Poutine commence déjà la mythologie du siège de Leningrad, qui avait duré 872 jours. Alors, puisque vous parlez d'opération militaire, est-ce qu'on peut imaginer une opération militaire de reprise de la Crimée aujourd'hui par les forces ukrainiennes, sachant qu'il y a, je crois, 40 à 50 000 soldats russes toujours sur cette péninsule, et que les défenses, les lignes de défense avaient été très fortement renforcées lors du repli de Kherson, vous savez, il y a maintenant 2 ans ou 3 ans. 2022. Non, une offensive terrestre ou une offensive un débarquement inimaginable aujourd'hui, totalement. Parce que pas d'aviation, parce que pas de fusiliers marins. Vous savez, la dernière pose la question. Non, mais bien sûr, mais c'est une vraie question. La dernière offensive ukrainienne majeure pour essayer justement de faire ça, c'est à l'été 2023.
il y a 3 ans et ils se sont cassés les dents. Et depuis lors, les défenses russes ont été considérablement renforcées. L'armée ukrainienne n'a pas les dispositifs, n'a pas l'organisation, n'a rien pour pouvoir faire une telle opération. C'est pour ça qu'ils font ce qu'on vient de décrire, c'est-à-dire des frappes assez intelligemment, c'est une bonne stratégie. C'est d'autant plus facile que les voies d'accès depuis le continent sur la presqu'île sont très limitées. Il y a 3 routes à peu près. Donc, 3 routes nord-sud. Donc si vous les coupez dans la zone, donc plus le pont évidemment, mais on voit bien, c'est des zones de marais tout au nord entre le continent. Et donc, il y a 3 routes. Si vous coupez ces routes, la Crimée est isolée. Si je puis me permettre d'ajouter quelque chose. Bien sûr. Oui, la Russie souffre en Crimée, clairement. Mais ça ne doit pas nous faire oublier que depuis 15 jours, le port d'Odessa ukrainien est bloqué. Et bloqué, cette fois-ci, par les Russes. C'est-à-dire que les Ukrainiens aussi souffrent en ce moment. Ça fait 15 jours, depuis le 22 juillet, que les bombardements sur Odessa, les bombardements russes sur Odessa, font que les compagnies maritimes ne sortent plus et ne rentrent plus au port d'Odessa. Les récoltes, plus rien ne sort. Donc, si vous voulez, le jeu... Et le jeu, si la guerre est un jeu, comment dire, la balance va d'un côté, mais elle va aussi de l'autre. On a parfois l'impression d'une guerre miroir entre ce qui se passe en Ukraine et face à la Russie et ce qui se passe dans le Golfe en matière de blocage, d'utilisation de drones, etc. etc. J'ai 2 images à vous montrer. 2 images qui sont assez fortes, puisqu'on parle d'attaque en mer. L'Ukraine attaque au-delà des infrastructures militaires russes en Crimée. Regardez. Vurulduk. 4 kişi eksik. Yardım edin. Voilà, l'appel à l'aide donc de cet équipage. La Turquie dénonce des attaques contre 2 navires civils turcs en mer Noire. Ça se passe. Voici ce que disent les Turcs. Nous sommes profondément préoccupés par l'escalade du conflit entre la Russie et l'Ukraine en mer Noire qui affecte la navigation malgré nos nombreux avertissements. Si des mesures préventives ne sont pas prises, cette escalade aura de multiples répercussions négatives, notamment sur la sécurité alimentaire. C'est de ce dont on parlait il y a encore quelques instants. Je précise aussi que en l'occurrence, cette attaque est une attaque ukrainienne. La Russie aussi est soupçonnée de frapper des navires civils en mer Noire. Quand on parle de conséquences, Elisabeth, on parle de quoi très précisément pour que les choses soient claires ? Alors, les conséquences, on a plusieurs choses. On a effectivement cette question des grains. Et ça, c'est tout ce qui est les graines qui sortent notamment du port d'Odessa pour fournir énormément de nourriture pour le reste du monde. Et ça, on a très peu parlé pendant cette guerre, mais c'est un pays qui fournit beaucoup, notamment pour l'ONU et le programme de nourriture alimentaire mondial. La crise des grains, c'est les deux. C'est aussi la Russie qui ne peut plus exporter. Donc il y a les deux qui ne peuvent plus exporter. Mais fait beaucoup. L'Ukraine fournit énormément pour un certain nombre de pays qui, déjà au début de la guerre, se plaignaient des conséquences éventuelles. Ce qui risque bien évidemment de s'empirer. Et puis il y a aussi, en tout cas en termes de conséquences, le flot fantôme qui se fait frapper de plus en plus. Et russes et iraniens, il faut le dire, parce qu'on a aussi vu les Ukrainiens frapper un bateau du flot fantôme iranien, avec aussi on va dire des conséquences économiques à la longue. Non, sur les conséquences mondiales, il y a ça, mais il y a aussi les effets du détroit d'Ormuz, par où passent énormément des engrais. Et donc on est sur une double menace au niveau de l'alimentation mondiale, à la fois la carence en grains qui ne peut plus être exportée d'Ukraine et de Russie, et à la fois cette carence en engrais qui aura des répercussions mais absolument terribles au niveau alimentaire l'année prochaine parce qu'il y a moins d'engrais, il y a moins de surfaces qui sont cultivées et avec moins de produits. Une autre image, pardon Elisabeth, qu'on voulait vous montrer ce soir parce qu'elle nous a choqués, c'est le moins que l'on puisse dire, filmée dans la ville de Kherson, c'est dans le sud de l'Ukraine, à quelques centaines de mètres seulement des positions russes, on y voit un drone russe pourchasser un homme. Les Ukrainiens appellent cela les safaris humains. Alors regardez, attention, ces images peuvent choquer les plus sensibles.
Voilà, réaction officielle du président Volodymyr Zelensky. Vous allez la découvrir en direct. Ces safaris, dit-il, c'est terrible, sont courants chaque jour. Les habitants de Kherson sont confrontés à ces safaris russes. Le monde doit savoir cela. Alors j'ai été à Kherson à plusieurs reprises. On a nous-mêmes été pris en chasse par des drones russes. Et les Ukrainiens sur place, c'était il y a quelques mois encore, nous expliquaient la chose suivante. Les pilotes se trouvent à quelques centaines de mètres de l'autre côté du fleuve, pilotes russes. Et ce sont souvent de jeunes pilotes qui s'entraînent à tuer avec donc ces drones de l'autre côté de ce fleuve pour apprendre le maniement des drones. C'est comme cela qu'ils s'entraînent. C'est peut-être cela que vous voyez sur ces images, peut-être de jeunes soldats, peut-être de jeunes dronistes russes qui, pour s'entraîner, pourchassent les habitants de Kherson. Colonel, je vois votre visage choqué, disons les choses. Oui, c'est affligeant, parce qu'encore une fois, la guerre, il y a des règles. Vous savez, ce genre d'image, il y en a plein les réseaux sociaux, sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux, il y en a plein. Le problème, c'est toujours souvent des Ukrainiens qui vont tuer des soldats russes, mais ce sont des soldats. Donc ils sont en situation, je dirais, dans leur fonction. Là, vous tuez un civil, d'abord c'est un crime de guerre, et puis deux, c'est de la communication. Au-delà de la partie entraînement, que je terminerai là-dessus, qui est le moment ultime. Mais en fait, vous voyez bien qu'il y a deux drones. Il y a le drone qui va filmer, le drone qui va tuer. En tout cas, qui va essayer de tuer. Donc en fait, ils vont essayer de communiquer ou peut-être même de donner des notes. Quand ils vont s'entraîner, on va donner des notes. T'as pas été assez rapide, fallait faire comme ci, comme ça, etc. pour être plus rapide. Et puis le mot entraînement à donner qui est importante. Ce monsieur a été blessé, mais il a survécu. Ouais. Deuxième précision, quand on arrive aujourd'hui dans cette ville de Kherson, on ne peut plus y aller qu'en voiture. La gare est terminée, il n'y a pas d'autre moyen de transport. La quasi-totalité des voies d'accès sont protégées, protégées, couvertes par des filets de pêche qui permettent d'empêcher les drones. Il y a des milliers de drones de Kherson. Et je peux vous dire que la route, elle est extrêmement droite. C'est une autoroute qui mène à Kherson, qui nous amène jusqu'au fleuve. Et quand on est sur cette route-là, avec des Ukrainiens qui nous y emmènent, c'est pied au plancher, pour dire les choses. Puis on l'entend, je veux dire que c'est un bruit permanent. En plateau, hier ou avant-hier, quelqu'un me parlait de Kherson où il avait été, il disait c'est même infernal. Toute la journée, il y a une espèce de bruit permanent au-dessus des gens qui est incroyable. Mais je vais terminer sur votre question sur le mot entraînement. C'est incroyable. Cette guerre va très très loin. Je veux dire qu'encore une fois, la guerre c'est jamais joli, bien évidemment, mais la notion d'entraînement, ça fait qu'on prenait des jeunes types, comme vous dites. Vous savez, dans l'armée, on recrutait à un moment donné, pour les tireurs missiles, on recrutait des joueurs de jeux vidéo. Vous pouvez avoir des adolescents de 15-16 ans qui font ça. Puisqu'en fait, ils sont extrêmement stables, ils sont mécaniquement préparés, je dirais, physiquement préparés à être sur un joystick et puis de faire tout ça. Comment vous recyclez un gamin qui tue des gens comme ça? C'est incroyable. Donc ça prouve une dégradation générale, encore une fois, des relations entre ces deux pays, mais surtout entre la Russie et l'Ukraine. Ça fait plus de 4 ans que cette guerre a commencé. On arrive encore à être surpris, à être choqué, parce que nous, ça a été notre cas cet après-midi en préparant l'émission, à être choqué par les images qu'on découvre. Jean-Dominique. Oui, ces images sont terribles. C'est évidemment un crime de guerre. Ce qui est terrible, c'est qu'on voit ce qu'est devenue la guerre avec cette nouvelle technologie que sont les drones. Ce drone, on voit ce monsieur qui lui fuit comme s'il fuyait un gros frelon qui allait le piquer. Et la munition va vers sa cible, va vers l'homme. Alors évidemment, ça se passe sur le front contre des soldats, mais la guerre aujourd'hui, c'est ça. C'est un objet volant qui vous cherche littéralement, avec quelqu'un au bout qui a décidé de vous faire la peau. C'est terrifiant.